parce que comme ça va être très dense et plus court et plus agréable pour vous, parce que je ne vais pas dire plein d'expressions de vous. Mais alors peut-être que j'attends que le son soit bon, parce que ça va être trop désagréable pour vous après. On fait des tests Test. Test 1, test 2. On est bon? Tu crois? Ça c'est bien. Ah bah. Le son a complètement changé. Je fais trop rire. Parce que c'est là où on voit que c'est sympa d'être peintre. Parce que peintre, il y a un... Ça c'est Jean-Michel Aberla qui dit ça. Il dit qu'il suffit d'avoir un peu de lumière et un clou et c'est réglé, quoi. Bon, et là on y va. Alors, des fois ça monte, des fois ça descend. Bon, je sais pas comment je vais faire. Donc l'aventure du jour des peintres. Alors je précise d'emblée que mes propos n'engagent que moi, bien qu'ils soient informés d'échanges approfondis avec beaucoup d'acteurs de mon milieu. Pour expliquer l'aventure du jour des peintres, je vais commencer par celle des apparences, et pour expliquer la genèse des apparences, je dois partir d'une double catastrophe. La première catastrophe, c'est celle de Louis Alliot, du Rassemblement national, qui gagne la mairie de Perpignan en 2020. C'est une ville à laquelle j'étais attaché à cause d'un festival, le FILAF, le Festival international du livre d'art et du film, porté par Sébastien Planas et ses équipes géniales. C'était un moment de fête et de brassage du milieu de l'art contemporain tout à fait rare, puisque simple et vivant. J'y étais allé 4 fois et l'arrivée du nouveau maire n'annonçait rien de bon. 2021, la 10e année du festival, fut la dernière. Alors que nous étions encore dans le deuxième confinement Covid en octobre 2020, le Centre d'art de Perpignan, à 100 mètres du centre du monde, m'a proposé une exposition personnelle dans leur lieu immense. J'ai décliné en leur proposant une exposition de peinture de la scène française, 50 peintres vivants, surtout figuratifs, de toutes les générations, en l'associant avec le FILAF. Je ne voulais pas abandonner ce territoire tombé dans les bras du RN par le vote de 10% des Perpignanais au regard de l'abstention. On a pu me le reprocher, mais je continue à croire qu'un espace artistique a pour vocation idéalement d'être un lieu vivant et transversal, où créer du commun, comme le décrit très bien et précisément l'historien de l'art et académicien Adrien Goetz dans son livre récent « Mes musées en liberté ». J'avais déjà travaillé à mettre en valeur cette scène en 2014 en co-organisant un colloque au Collège de France, La Fabrique de la peinture, en mélangeant des conférences sur leur savoir-faire de peintres internationaux comme Jeff Koons, Sherry Samba ou Anne Necamp, à des peintres français bien moins reconnus comme Eva Nielsen, Amélie Bertrand ou Damien Cadio. Alors je tiens à vous dire que tout ce dont je vous parle, vous pouvez tout retrouver sur YouTube. Vous tapez mon nom, vous tapez le nom des gens que je vous dis et tout ça. Vous allez même retrouver cette conférence sur YouTube plus tard. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, je ne fais jamais rien sans que ça soit en vidéo sur YouTube. J'avais également organisé, lors de mon année comme pensionnaire à la Villa Médicis, une présentation de 120 peintres vivants de la scène française en moins de 2 heures, pour donner à voir une vitalité qui me semblait cruellement invisible. Je reviens à l'exposition Les Apparences, qui fut l'occasion d'une grande émulation pour les peintres, prévenus 7 mois en avance de l'exposition et heureux d'être accrochés ensemble. Donc là, vous voyez, chaque tableau, c'est un peintre. L'exposition fut un beau succès de presse nationale, d'acquisition par des musées, de public, et finalement, ce fut la première exposition d'envergure de ce type. Il y en a eu d'autres depuis. Je cherchais à animer l'exposition pendant l'été, tout en me trouvant coincé à l'atelier, sur un tableau que j'ai mis 2 ans à peindre. Mon petit frère Nils Levilan, peintre également, faisait des live Twitch en direct. Et c'est alors que m'est venue l'idée d'interviewer les peintres de l'exposition 1 heure tous les dimanches avec son aide. Twitch est encore une plateforme surtout consacrée aux jeux vidéo. Il y avait un petit snobisme technologique à faire ces interviews dans ce cadre. Les replays sur YouTube sont beaucoup plus regardés. Selon une grille de questions immuable, il s'agit de faire parler l'artiste invité une 40aine de minutes de 5 de ses œuvres qui ont marqué son parcours, puis de ses influences de manière sérieuse et décontractée. Le public peut poser des questions sur le chat en direct. À la fin de l'exposition, mon frère et moi avons souhaité continuer, et c'est alors le moment de vous parler brièvement de la deuxième catastrophe. Je travaille de manière plus poussée depuis 2018 sur la dérive climatique, le saccage, cette impensée qui bouscule notre banalité même, et dont je tire le titre de ma monographie à sortir mi-mars aux éditions des Beaux-Arts de Paris, La fin du banal, 288 pages, 188 reproductions d'œuvres, 35 €, autopromo. En tant que peintre du banal, je me suis retrouvé à voir ce banal même s'échapper de mes mains, à ne plus savoir ce qu'il restera de ce que je peins. Et pour qui ? Une histoire personnelle qui malheureusement me semble bien collective. N'ont-ils pas l'air joyeux et confiants ? Alors que l'accord de Paris, il y a 10 ans, s'était conclu sur un consensus de 196 pays à limiter l'augmentation de la température moyenne de la Terre à 1,5 degré, au-dessus des niveaux pré-industriels, nous avons déjà atteint cette moyenne d'augmentation l'année dernière. Selon Copernicus, le programme de l'Union européenne, collectant les données portant sur l'état de la planète.
C'est dans cette angoisse et ce sentiment d'impuissance, au milieu de ce changement de paradigme brutal et mou, que s'est inscrit ma volonté de prendre soin modestement de mon biotope. Il s'agissait de faire, plutôt que de commenter ou de s'apitoyer. S'autoriser de l'espoir par l'action. Ne pas jouer un jeu qui ne m'intéressait pas et qui, dans cette nouvelle perspective, me semblait insupportable. Mon biotope, celui du monde de l'art contemporain, sous ce point de vue, me semblait plus qu'intéressant à questionner par l'acte. Face à des artistes dans leur métier passion, leur engagement, leur capacité, leur foi, leur énergie, leurs soins, je reste atterré par le peu de relais, d'opportunités, d'espaces qui leur est proposé, un beau gâchis. Les années 1986-2008 ont été marquées en France par une doxa anti-peinture de la part des institutions, dont Charlotte vous parlait. Le médium était ringard, dénigré, enseigné en se pinçant le nez. C'est une histoire que j'ai de nombreuses fois traitée et j'espère derrière nous. Je vous invite à regarder un débat que j'ai organisé récemment à l'ADAGP, donc c'est les droits d'auteur des artistes, sur le sujet si vous êtes curieux. Cela s'arrange franchement, ponctuellement, avec un effet de mode important depuis une dizaine d'années, mais tout semble encore bien précaire. Rien d'acquis, pas d'espace, j'y reviendrai. Il y a finalement très peu d'exemples dans l'histoire de l'art de grands artistes qui aient pu développer leur talent sans un rapport intense avec la société qui les accueillait. Le mythe de Van Gogh, la bohème souffreteuse dans laquelle on adore encore nous laisser, n'est pas fécond à long terme. Van Gogh a peint 2000 tableaux en 10 ans, il en est mort, ce n'est pas un destin souhaitable. Le milieu artistique, aussi sophistiqué et chic qu'il paraisse, fonctionne comme partout. Énormément d'individualisme, très peu de contrats, une précarité générale comptée, il faut faire bonne figure, une violence économique dans le silence feutré des galeries, un jeu de cours incessant, un snobisme, un parisianisme, un sexisme, un racisme, un classisme omniprésent. Dans la hiérarchie symbolique, il serait faux de considérer la figure de l'artiste comme centrale. Les artistes sont ainsi les moins payés en moyenne dans le milieu de l'art. Je donnerai cet exemple du CIPAC, la Fédération des professionnels de l'art contemporain, où Catherine Louineau, artiste syndicaliste, s'étonnant du manque d'artistes lors d'un congrès, s'est vu répondre qu'on n'invitait pas les malades à un congrès de médecins. Alors que dans l'impensé collectif, les artistes bénéficient de l'intermittence du spectacle, ce qui est faux, la norme des frais de monstration pour une exposition collective, dans une structure publique par exemple, frais aujourd'hui encore optionnels, est en général de 100 € l'exposition. Les institutions publiques sous-financées, tenant comme beaucoup de services publics par la vertu sacrificielle de leur agent, se tournent par contrainte et finalement vite par organisation vers le mécénat, plusieurs exemples de vassalité incluses. C'est un club de collectionneurs, par exemple, qui organise le plus grand prix d'art contemporain français, légitimé par une institution publique. 2 peintres primés en 24 ans. Les galeries d'art privées, comme les centres d'art publics, sont peut-être une des rares offres culturelles gratuites, et pourtant ils sont le plus souvent vides. Un halo de violence symbolique entourant ces espaces, chasse gardée d'une élite souvent plus financière que culturelle. J'ai moins peur de rentrer dans la galerie parce que je connais l'artiste, il est sympa, et peut-être le plus beau compliment récurrent que j'ai reçu autour des émissions Les Apparences. Comme l'a décrit en son temps la ministre de la Culture Françoise Nyssen, le marché de l'art français, c'est 4% du marché de l'art mondial. Pas de quoi snober. Ceux qui font l'art, les artistes, se retrouvent alors coincés dans une sorte d'infantilisation muette. Soyons magnanimes, il y a un très grand avantage à cette infantilisation. À 44 ans, il m'arrive encore qu'on me décrive comme un jeune artiste. Et si je devais décrire l'impensé de notre société autour des peintres, je citerai le journaliste de France 3 qui a fait un beau reportage sur le jour des peintres en nous décrivant comme des artistes encore vivants. Alors je ne sais pas si vous allez l'entendre ou pas. Mais pour être connu, faut-il encore rencontrer son public ? Ce jour-là, le musée d'Orsay va permettre à 80 artistes encore vivants de rencontrer. Je me suis donc attelé à faire le portrait d'une scène en interviewant aujourd'hui 92 artistes. Des artistes de générations et de parcours différents, avec comme point commun d'être des gagnants de ce milieu. Exposition personnelle en galerie, carrière longue, exposition en institution, acquisition prestigieuse, cooptation par des artistes déjà invités sont pour l'instant mes critères de sélection. Ils ont tous eu des propos engagés, cultivés, passionnés et clairs, loin d'une posture de surplomb, avec l'humilité du faiseur. C'est une parole incarnée et originale qui se retrouve à chaque émission et dans si peu d'espace médiatique. On a pu me reprocher de faire du parisianisme, c'est un fait et un effet dont je ne suis pas responsable que le monde de l'art soit très centralisé, même si beaucoup d'artistes invités viennent ou vivent en province. Moi j'aime bien le mot province, je dis province, c'est pour dire territoire ou je sais pas quoi, bon voilà. La chaîne YouTube a été consultée par 8% de Parisiens, 5% de New-Yorkais et le reste d'un peu partout.
Avec plus de 525 000 vues cumulées, ce qui est très peu pour McFly et Carlito, mais incomparable avec les offres institutionnelles dont ce pourrait être le métier, la chaîne est aujourd'hui un espace virtuel démontrant un manque criant qui n'est à ce jour pas comblé. Ce manque d'espace est devenu concret, visible, par quelques insertions dans le réel. À organiser des débats entre peintres, les salles sont toujours pleines à craquer. Appelons Thomas, c'est ainsi, et pour les raisons que je viens de vous évoquer, qu'on conclut la peintre Nathanaëlle Herbelin et Nicolas Gosserand, conseillers art contemporain auprès du président du musée d'Orsay. Nathanaëlle était au milieu de sa merveilleuse exposition au musée, accrochée en face à face avec les peintres nabis, comme Bonnard, Vuillard ou Vallotton. Nicolas fut alors étonné de sa générosité à parler de ses collègues, professeurs ou amis, lors d'interviews, et lui a proposé de faire quelque chose autour de la scène française. Appelons Thomas, ce fut fait, et Nicolas Gosserand m'a proposé au téléphone un projet de soirée de speed dating que j'animerai. Les peintres se retrouveraient en tête-à-tête avec le public 3 minutes. Je lui ai répondu assez sèchement que les plus connus n'étaient pas connus et que nous n'étions pas des animateurs culturels, que la dignité d'un musée comme le musée d'Orsay me paraissait de montrer le meilleur de ses artistes, c'est-à-dire leurs tableaux. Je n'imaginais pas, par exemple, inviter un réalisateur ou une réalisatrice de cinéma sans montrer ses films. C'est un point boussole pour moi de comparer les organisations du milieu du cinéma, de la littérature, du théâtre à celui de l'art contemporain. Pour être très rapide, puisque ce n'est pas vraiment le sujet, il existe une exception culturelle française pour le cinéma, l'organisation du CNC par exemple, la littérature, le prix unique du livre, le théâtre, avec une organisation du théâtre public très large, ou l'intermittence du spectacle, et rien pour le milieu beaucoup plus disséminé, dont je viens, mais qui fait travailler beaucoup de monde, partout. Alors ça, je vous montre des chiffres. Donc ça, c'est quand on dit ICC, c'est Industrie culturelle et créative. Voilà. Je n'arrive pas à croire que ces chiffres sont vrais, mais j'ai même appelé le monsieur qui a fait ce truc-là. Mais en fait, le monde de l'art est tellement peu regardé qu'ils n'ont pas de critères, ils ne savent pas comment bien mesurer, quoi. Donc voilà. Mais si on se fie à ces chiffres qui ont quand même été payés par le ministère de la Culture, en fait, les arts visuels, c'est beaucoup plus de monde que par exemple le cinéma. Et de la même manière, ça rapporte beaucoup plus d'argent. Ce que je trouve intéressant. Nicolas Gosserand, contrairement à quelques interlocuteurs précédents, n'a pas pris mal mes remarques et m'a proposé de passer le voir dans les bureaux du musée d'Orsay. Je sortais épuisé du vernissage de mon exposition personnelle L'Impuissance et je me suis retrouvé un peu perdu avec lui, 2-3 jours, à tâtonner d'un bureau à l'autre avec le désir partagé de faire quelque chose, mais quoi ? C'est ici un point particulier de cette exposition, en regard des standards. Le jour des peintres s'est fabriqué par la marge au sein de l'institution, avec une bienveillance continue des responsables du musée. C'était bien plus une aventure, on y va plein de désirs et on voit ce que cela donne, plutôt qu'un projet, un objectif précis, cadré et pensé. Un résultat mental à obtenir où il ne resterait plus que les questions pratiques à résoudre. Je dirais que ce fut une aventure artistique où il s'agissait de rebondir sur les contraintes sans perdre l'envie de tout le monde. J'ai joué alors la courroie de transmission entre l'institution et les artistes à tâtonner vers du réalisable. Les contraintes se sont vite dessinées. Pas de possibilité d'accrocher les tableaux au mur. Des soucis de sécurité pour les œuvres du musée, les œuvres contemporaines accrochées et la circulation du public. Nous n'avions pas de régie muséale pour nous accueillir. Nous ne pouvions exposer que dans la nef du musée d'Orsay, qui est déjà énorme. Le musée ouvrant 7 expositions à la rentrée déjà programmées, nous n'aurions droit qu'à un jour particulier et pas de renfort de gardien pour l'exposition. Nous ne savions pas vraiment quel était le budget. Nous sommes partis de mon groupe d'artistes déjà interviewés dans les apparences, une carte blanche aux apparences que j'ai préféré masquer par la suite pour plus de lisibilité. J'avais passé une dizaine d'heures par artiste à travailler sur chacun d'eux. Une forme de confiance s'était installée après l'émission qui s'est toujours bien passée. La fluidité était garantie. Pas de gardien, une seule journée. C'est très vite imposé l'idée que, selon l'esthétique des apparences, il serait pertinent de mettre les artistes en face de leur tableau. L'occasion d'une rencontre frontale avec le public. On m'expliquait que c'était trop dur de demander cela aux artistes. Je témoignais de notre habitude professionnelle à tenir des vernissages à rallonge dans n'importe quelle exposition confidentielle. Alors à Orsay, c'était quand même la joie. Une seule journée, autant choisir un jeudi, c'est un jour de nocturne jusqu'à 21h30, classique au musée. Nous ne pouvions pas accrocher directement sur les murs. S'est imposé assez vite un objet étrange et pourtant bien pratique, le chevalet. Il rassurait les conservateurs et permettait de la souplesse pour nous glisser dans les interstices de l'accrochage du musée d'Orsay. Il embêtait beaucoup d'artistes, cet objet que je trouve particulièrement pratique pour peindre, ce n'est pas pour rien qu'il est utilisé depuis si longtemps, reste un objet désuet et ringard avec un côté salon de peinture de marine du club de la plage. C'était le gros compromis pour qu'il y ait quelque chose plutôt que rien et une belle cible pour les quelques ricaneurs qui préfèrent qu'il n'y ait jamais rien. Ce n'était pas parfait, c'était réel.
De même, nous comptions avec confiance sur le professionnalisme des peintres pour nous aider à l'installation et au rangement de l'exposition. Se débrouiller avec l'emballage, le déballage des tableaux, c'est juste notre quotidien. Enfin, nous leur demandions de s'occuper eux-mêmes du transport. Et puis la plupart en galerie, encore une fois, on se retrouve très souvent dans nos petites économies à le faire, et là c'était pour Orsay. Et c'est alors mon badge Orsay au cou et mon abonnement à la cantine du musée réglé que j'ai expliqué cette aventure au téléphone à 92 artistes pendant 3 jours, jusqu'à y perdre un peu ma voix. L'événement consistait à montrer une scène des peintres vivants à un public qui n'était pas forcément le nôtre. Nous leur demandions de proposer eux-mêmes un tableau qui les représenterait. C'était à eux de choisir, ainsi qu'à proposer un lieu qui leur conviendrait particulièrement dans la nef du musée, sans garantie de satisfaction. J'ai insisté pour ne pas avoir affaire à leur galerie. C'était entre nous, par nous, et la galerie était un soutien de leur côté si c'était possible. Entre les impossibilités de calendrier ou les refus, nous sommes arrivés à 80 artistes. J'ai élaboré alors un questionnaire en ligne à ne remplir qu'une bonne fois, et j'en ai tiré une base de données complète et malléable en collectant les visuels haute définition de chacun. Les artistes autonomes ont joué le jeu. S'enchaînent des réunions de droits d'auteur, de sécurité, de communication, et Nicolas Gosserand met en place un comité scientifique maison de conservateurs d'Orsay pour l'accrochage. Entre-temps, Sylvain Amic est nommé président d'Orsay et soutient cette aventure avec bienveillance. Je propose à la dessinatrice ultra douée Judith Prigent de faire des portraits dessinés des artistes. Elle produit tous les portraits extrêmement rapidement. Nous les mettons en page avec la peintre de l'exposition Cyrielle Gulaxy, ancienne graphiste, pour avoir des visuels qui seront par la suite retouchés par le graphiste maison d'Orsay, Cyril Lebrun. En juin 2024, les événements s'accélèrent. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, l'ombre d'un gouvernement Bardella nous pousse à communiquer au plus vite avant les élections. Porter un événement de peintre de la scène française, la date du 19 septembre était maintenant fixée, n'avait plus du tout le même attrait dans cette perspective. Sous les conseils du service de communication du musée d'Orsay, Amélie Ardévilliers, particulièrement Nadia Resfi, Cécile Castagnola et Sybille Gravoin, nous passons du fragile festival Interstice à Le Jour des peintres, très simple et lisible. Je préférais Le Jour des vivants, mais Nicolas Gosserand a bien décelé ma perfidie d'amateur de films d'horreur à rendre d'un coup le musée d'Orsay assez mort. Nous réglons les questions de droit avec l'ADGP et Aude Durand-Delannoy, l'iconographe maison qui a eu du travail. Il y avait 80 visuels dans le dossier de presse. Une page est dédiée à l'événement sur le site du musée avec l'aide de Agnès Abastado. Les artistes jouent le jeu de la communication sur les réseaux, 80 influenceurs et le réseau propre du musée d'Orsay grâce à Éric Jouvenot. Et comme souvent, on a communiqué avant que quoi que ce soit ne soit concret. En juillet, il faut respecter le rythme du musée et c'est déjà la conception des cartels de l'exposition, des badges d'artistes et des visuels de panneaux en tournant de manière homogène autour des dessins de Julie Prigent. Les cartels incluent un QR code pour pouvoir ajouter les artistes sur Instagram. Je décrivais les artistes disséminés dans la nef comme des Pokémon. Et le jeu pouvait consister à les attraper tous sur Instagram, en tout cas ses préférés. Il s'agissait de profiter du privilège que ces artistes soient vivants et donc de pouvoir les suivre à long terme dans leur parcours. Et justement, restait à définir les interstices et trouver ces espaces à chevaler dans la nef. Il y a eu plusieurs jours, des lundis comme quand le musée est fermé, comme ici Nils Levidan, mon petit frère et réalisateur des émissions Les Apparences, imitant les chevalets toute une journée. Chaque place a dû être validée par Marie Orméville, génie du réel, qui pilote le programme contemporain. J'avais alors fait des patrons de papier pour mieux sentir leur présence. Et quelquefois, Nicolas Gosserand s'est retrouvé également à imiter les chevalets. J'ai proposé de coller certaines petites œuvres directement sur l'architecture de Gaio Olenti, avec une colle spéciale que j'ai dû faire valider en test une autre journée. Une fois l'ensemble des œuvres collectées, ainsi qu'une base de données minutieuse des espaces utilisables avec les contraintes environnantes, l'accrochage fut un grand jeu intellectuel. L'intention était d'installer les œuvres en rapport avec les collections du musée, les peintures, les sculptures et également son architecture, en cherchant la surprise et l'éparpillement. À pratiquer cet espace aussi longtemps, à brasser les visuels des artistes autant de fois, il y a eu des évidences comme Apollonia Sokol et son fier autoportrait au milieu des autoportraits d'hommes de la salle du musée d'Orsay. Un autre autoportrait tout en pudeur, celui de Katia Bourdarel, aux côtés de L'origine du monde de Courbet, beaucoup plus explicite. Nina Childress a presque peint son tableau exprès pour le retrouver aux côtés de l'Olympia de Manet. Il y avait une certaine logique à mettre un portrait mondain de Cyril Duré dans la salle des portraits mondains, ou une peinture malienne de Julien Benetton à côté des peintres orientalistes qui s'en trouvaient un peu plus problématiques. Julien Benetton peignait des portraits, les orientalistes des figures.
Nicolas Gosserand a voulu mettre mon tableau à l'ambiance apocalyptique en regard des Romains de la décadence de Thomas Couture, et quitte à accrocher quelqu'un à côté du tableau napoléonien de Meissonnier, autant montrer Marcos Carrasquer avec sa scène de bataille contemporaine, celle du papier toilette lors de l'arrivée du Covid. Je vous montre les résultats, mais évidemment, chaque espace a dû être mesuré, pensé et validé par la sécurité de manière abstraite, jusqu'à quelquefois faire des bricolages Photoshop. Nous avons mis 2 jours avec le comité scientifique à placer tout le monde au sein de la nef, avec la surprise d'avoir très peu de caprices et de trouver une justification à chaque place. Le comité scientifique était constitué de Laure Chaban, conservatrice en chef peinture, Sophie Éloi, responsable de la documentation, de la bibliothèque des archives et de la recherche du musée de l'Orangerie, Leïla Jarboué, conservatrice en chef peinture et art graphique, et Jean-Rémy Touzé, conservateur peinture. Resté alors à dessiner ce plan, et mécontent du plan technique de la nef, je l'ai redessiné intégralement pour plus de visibilité avec toutes nos places de Pokémon. Parmi tous les petits casse-têtes dont je vous évite les détails, je note que le musée d'Orsay est un musée, mais c'est un musée extrêmement vivant, et les collections permanentes sont modifiées en continu chaque lundi de fermeture. Nous avons dû par exemple changer l'œuvre et la place d'un artiste, son grand mur rouge étant retrouvé rempli par un peintre-pompier quelques semaines avant le 19 septembre. Nous avons commencé des rencontres avec des journalistes en essayant d'intégrer le plus d'artistes possible, comme ici Iman Chabigara et Amélie Bertrand avec Julien Borlier du Nouvel Observateur. L'originalité de l'événement a touché une presse moins spécialisée, ce qui avait du sens. L'envie était de montrer une scène trop peu regardée par un public qui, à mon sens, s'y délecterait. Sur le million de visiteurs pour une exposition comme Claude Monet au Grand Palais, je reste convaincu qu'une partie s'intéresserait à leurs contemporains. La pratique du dessin et de la peinture est une des activités les plus importantes des Français. C'est tout un public dont les artistes sont coupés. L'exposition est à Paris, un jour. J'ai donc voulu créer un site simple, lejourdespeintres.com, pour les personnes frustrées de ne pas pouvoir y participer. On y retrouve les artistes, leurs œuvres, les liens pour les retrouver sur les réseaux sociaux, mais également leurs heures d'interview dans les apparences, présentant leur travail, soit plus de 80 heures de programme. Je me suis fait assister de ma filleule, Liv, 13 ans, pour son premier travail rémunéré. Elle a vite constaté le harassement de la vie de bureau. En août, alors que le Jour des peintres intéressait de plus en plus de journalistes, la communication du musée d'Orsay a proposé d'organiser une conférence de presse. L'événement durant 7h30, il s'agissait de bien diffuser l'information en amont. Nous avons proposé aux artistes de participer, et c'est à une vingtaine de journalistes et une quarantaine d'artistes que nous avons décrit le Jour des peintres, le 2 septembre, en présence du président Sylvain Amic, dans un moment très chaleureux. Nous avons essayé de faire participer le plus d'artistes possible à chaque interview, d'avoir une proposition la plus large et diverse. Comme ici, Evan Nielsen avec Stéphanie Gallet de RCF, ou ici Christine Safa avec Vincent Josse de France Inter. Il y a eu 2 tendances problématiques de la part de la presse. D'une part, centrer l'événement sur moi, concentrer un enjeu collectif sur une incarnation, faire des portraits. C'est le contraire de ma démarche, mais on peut comprendre que c'est plus simple et rapide quand on a peu de temps, comme beaucoup de cette profession. L'autre tendance a été une tendance à résumer cette aventure comme un hacking d'institutions, une prise de guerre, un forçage, alors que Nicolas Gosserand et les équipes du musée d'Orsay l'ont porté et soutenu avec envie tout au long de l'aventure. À cette échelle, il fallait être 2 pour faire du tango, les artistes et l'institution. Après la conférence de presse, une fois encore, rien n'était vraiment fait, puisque s'est enchaîné les réunions d'organisation pratique de l'événement, la réception des œuvres, l'installation, la sécurisation avec Marie Orméville et Odile Michel, chef de la régie des œuvres, et les régisseurs Johanna Bollet, Félix Babot et Victor Dehoux. Au milieu, pour ma part, de beaucoup d'entretiens avec des journalistes, et tiens pourquoi pas, de l'accrochage et du vernissage d'une rétrospective la semaine précédant le Jour des peintres, à Chelles. Et c'est dans cette même semaine que la mayonnaise a pris. Les galeries communiquent, les demandes d'entrée VIP s'allongent, beaucoup de personnes qui m'avaient indiqué ne pouvoir être présentes s'invitaient maintenant. Nous avons pu envoyer un déroulé explicatif dense et militaire aux artistes de la journée. Il s'agissait, comme je l'ai résumé à l'envi pour que tout le monde prenne bien conscience de l'enjeu, de déplacer et ranger 2 millions d'euros au milieu de plusieurs centaines de millions d'euros en très peu de temps. Les 17 et 18 septembre, les artistes amènent leurs œuvres en passant par le parking pour les grandes œuvres, par la rue pour les moyennes. 2 bénévoles s'occupent de la réception toute la journée avec l'aide des 3 régisseurs d'Orsay. Ils numérotent chaque emballage de numéro attribué à l'artiste. Les petites œuvres seront amenées le jour même. Le parking d'Orsay n'a sûrement jamais vu un défilé aussi important de toutes les camionnettes les plus pourries de Paris. Nous stockons les œuvres moyennes dans le fumoir chic du musée qui prend vite une forme de jour de Noël. Certains artistes, comme ici Maud Maris, avec un pied cassé, tendent leur toile sur place. Le 18 septembre, c'est au tour des 60 chevalets d'être livrés par la maison Marin Beaux-Arts, un fournisseur très usité par les artistes du Jour des peintres de matériel de Beaux-Arts. Ils nous les prêtent gracieusement. Philippe Marin et son fils David ont eu à cœur de soutenir l'aventure tout du long.
Il y a 3 types de chevalets en fonction de la taille de la peinture et de l'espace qui leur sont attribués. Le soir du 18 septembre, avec la Youpi Corp, une équipe de jeunes bénévoles motivés, Nils Levilan, Mathieu Livrieri, Kate Arauz, Marius Buet, Paul Tessier-Dorfeuille et Nicolas Marciano, Agathe Chaubassier et Juliette Buschini, et la task force des peintres de l'exposition qui ont bien voulu gentiment donner un coup de main, nous montons et répandons les chevalets dans la nef accompagnés de 3 régisseurs du musée. Je dois admettre qu'à mon grand étonnement, mon diplôme d'animateur de centre de loisirs, le BAFA, s'est trouvé dans ce cadre très utile. Nous installons également 3 œuvres particulièrement compliquées. Un étendard de Raphaël Barantini, en regard de la Statue de la Liberté de Bartholdi, une peinture de 2,60 m x 4 m de Marlène Moquet en face à face avec l'enterrement à Ornans de Courbet, et une peinture d'Imen Chabigara trônant sur un traînard au centre de la nef. Ce fut extrêmement rapide et efficace, et réglé en 1h30, dans une ambiance très enjouée. Le grand jour est pour demain. Le jour J commence à 8h du matin. Tout le monde à l'heure, Youpi Corp, Task Force et régisseur du musée d'Orsay. Et c'est alors un déploiement de binômes qui s'abat sur la nef, en commençant par les grands formats, puis les moyens. Le public rentre dans la nef à 9h30. Les binômes déballent les tableaux et les placent sur les chevalets et plient l'emballage numéroté alors que je passe à chaque endroit régler la place du tableau et sécurise l'ensemble avec Johanna, la régisseuse du musée d'Orsay. C'est un gag récurrent dans la préparation de l'événement que d'avoir l'impression d'en avoir fini au bout de 50 fois, alors qu'il en reste encore 30 à faire. À une vingtaine de personnes, l'accrochage tient du feu d'artifice solidaire alors que nous croisons les agents de propreté un peu inquiets de l'ambiance. À 11h arrivent les petits tableaux que l'on colle directement sur les murs de l'architecture avec les artistes, et à 11h30 c'est l'activité cartel que nous installons en petits groupes régolards. Mireille Blanc tenait à placer son propre cartel à côté de l'asperge de Manet. À 13h, nous sommes en duplex en direct pour une demi-heure sur France Info avec le journaliste Frédéric Carbone, Marc Desgrands-Champs, Cyril Gulaxi qui fêtait ses 30 ans ce jour-là, et Sylvain Amic, le président du musée d'Orsay. À 14h, la foule se densifie d'un coup, dans un flux continu avec un petit coup de mou autour de 18h jusqu'à 21h30. Nous avions un fil WhatsApp commun avec les peintres pour pouvoir réclamer ou signaler un problème aux bénévoles et une salle de repos. Sur 80 artistes, 77 étaient présents, avec un badge, pour bien les distinguer. Il y a eu 17 000 visiteurs, composés d'artistes, de directeurs d'institutions, des collectionneurs, des stars, des galeristes, des amateurs, beaucoup de spectateurs des apparences, des étudiants qui avaient fait le voyage, une grande émulation. Le musée accueillait 8 000 personnes le jeudi précédent. Je crois que tout le monde s'est accordé sur une ambiance originale et particulièrement chaleureuse, alors que chaque artiste s'est souvent retrouvé devant des groupes de visiteurs à devoir jongler dans tous les sens. Ce n'était pas une foire qui met en avant les galeries et la vente, pas une exposition où le commissaire devient la figure tutélaire, pas un white cube assez froid, mais bien un espace de vie entre amateurs d'art, où l'enjeu était la joie de constater une scène en regard d'œuvres du passé sans rougir. Ce sont les artistes qui font l'art, et dans ce cadre, les peintres eux-mêmes étaient les meilleurs médiateurs de leurs tableaux, contrairement à des idées reçues. Cela fait partie de leur métier et de leur savoir-faire personnel d'être chacun, à dire vrai, des boules de charme. Un grand galeriste m'a ainsi décrit un de ces artistes comme autiste ce jour-là, et j'ai été ravi de lui décrire qu'il venait de passer 5 heures à présenter son œuvre à des inconnus. Son diagnostic ne me paraissait pas très pertinent. Il y a eu quelques couacs anecdotiques pendant la fabrication de cette aventure avec les artistes. Un seul, plus important ce jour-là, ce qui me paraît une bonne statistique au regard de ce que l'on peut penser de l'humanité en général.
Et on s'est regardé. Ce genre d'appartement quand j'ai commencé. Pardon. À 21h30, alors que le public est évacué, un peu hagard, chacun remballe son tableau et aide, si besoin, ses collègues. Il était chelou ton format de vue là. Oui. C'était au cas où il pousse. Oui, c'est moi qui les ai pris et j'ai pris ton sac aussi dans le mien. Il est en face de mon tableau. À 22h, nous nous retrouvons dans la salle des fêtes du musée d'Orsay pour un petit cocktail organisé par le musée avec, pour être précis, pour une bonne partie d'entre nous, les cheveux gras, la voix enrayée et les yeux rouges. Puis dans la nuit, en 1 heure, nous rangeons les tableaux, rappelons les chevalets, laissant un petit sentiment de vide dans la nef du musée. Le lendemain matin, les jouets sont redispatchés dans les camions, tableaux et chevalets, et c'est fini. Enfin, les réseaux sociaux de chaque artiste bruissent encore de la journée. Il y a eu une grande émulation, des rencontres, des ventes, des artistes ont changé de galerie et nous avons eu de nombreux retours d'institutions secouées positivement par l'événement. Les peintres nous ont organisé une fête 1 semaine plus tard, encore habitée par l'énergie de la journée. J'ai pour ma part reçu un seul mail de remerciements courtois de galeristes. Il y a eu 76 articles de presse autour de l'événement de 7h30 et finalement moins de critiques que ce à quoi nous attendions.
4 pour être précis, 2 peu informés avant l'événement, 2 autres de la part de personnes qui ne se sont pas déplacées. Je conclurai vite en constatant qu'en prenant soin de mon biotope par Zoom pendant 2 ans, à rendre visible une dignité cachée d'un milieu peu considéré, nous nous sommes retrouvés avec un franc succès dans un des plus beaux musées du monde. Cela demande clairement un peu d'énergie, mais c'est également réalisable et source d'espérance pour d'autres occasions, d'autres biotopes, d'autres situations. C'est à peu près réalisable partout. Au vu des 2 catastrophes sus mentionnées dans cette conférence, je crois que nous en avons plus que besoin de manière urgente. J'espère que ce carnaval d'un jour joyeux ouvrira le champ des possibles à d'autres possibles. Il y en a vraiment plein, j'en suis certain. Merci. 53. Allez. Il y a dit 50 minutes. Ce jour-là, le musée d'Orsay va permettre à 80 artistes encore vivants. Ce jour-là, le musée d'Orsay va permettre à 80 artistes encore vivants. Ce jour-là, le musée d'Orsay va permettre à 80 artistes encore vivants de